Alors, le prochain intervenant n'est pas présent physiquement. Alors, on a déjà expérimenté cette semaine, ça fonctionne bien, donc normalement, on ne devrait pas. Alors, l'intervenant, c'est Hervé Alexandre, qui est œnologue et docteur en œnologie en Bourgogne. Il est professeur à l'Institut universitaire de la vigne et du vin de Dijon, et il est responsable du diplôme national d'œnologue. En plus, il a une casquette qui est que c'est aussi un praticien, puisqu'il est directeur du domaine de l'Université de Bourgogne. Alors, il a fait beaucoup de travaux sur les levures, notamment les levures d'altération, et également la réponse au stress des micro-organismes. Et actuellement, il travaille également sur l'utilisation de la bioprotection. Et puis, pour finir, il est expert pour la France auprès de l'Office international du vin. Alors, je vais lui laisser la parole, sa parole enregistrée. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, je vais vous parler des levures de terroir. Donc les levures de terroir que j'ai appelé le serpent de mer œnologique parce que c'est un sujet qui est débattu depuis de très nombreuses années et on va faire un petit peu le point aujourd'hui sur cet aspect. Alors, il faut d'abord définir ce que l'on appelle le terroir. Donc, comme vous le savez, dans la notion de terroir, il y a différentes composantes. Il y a la composante sol, qui est importante, la composante climat, la vigne évidemment, la géologie, la topographie du vignoble, les traditions humaines, bien entendu. Et comme dans la vinification, ce sont les levures qui sont responsables du profil des vins, eh bien, il y a des gens qui se sont posé la question du rôle de la levure dans la composante terroir, donc sur l'effet terroir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une levure de terroir? Les premières études qui ont été conduites par l'équipe de Vésinet à Montpellier et ces premières études ont été possibles grâce à des outils de biologie moléculaire et notamment à la capacité, de certaines techniques de distinguer une souche de Saccharomyces cerevisiae d'une autre souche de Saccharomyces cerevisiae. Et cette première étude a regardé la nature des souches de cerevisiae qui étaient présentes dans une aire géographique déterminée. Et ils ont montré que ces souches étaient présentes d'une année sur l'autre. Et pour eux, ça constituait une première preuve, une première évidence de la présence de souches représentatives d'une aire géographique ou d'un terroir. Et ça a été confirmé après par d'autres études. Alors, ça va être confirmé, pourquoi? Parce que à quels critères devrait répondre une souche de terroir? En fait, qu'est-ce qu'on entend par une souche de terroir? Est-ce que cela suppose qu'une levure doit être dominante, c'est-à-dire qu'il y a une souche qui est représentative d'un terroir dans une région définie, ou même dans une parcelle? Que cette levure est responsable de la fermentation et qu'elle doit être donc présente d'une année sur l'autre pour que ce soit constitutif de ce qu'on appelle le terroir? C'est toutes ces questions-là que l'on se pose pour savoir s'il existe ou pas une levure de terroir. En fait, il a été montré un peu plus tard, en 1994, qu'on n'avait pas une levure qui était responsable de la fermentation alcoolique, ce qui change déjà le concept de levure de terroir, mais on avait une succession de différentes souches de levure. Là, on parle toujours de Saccharomyces cerevisiae. Donc, au cours d'une fermentation alcoolique en levure indigène, donc ce sont bien les cérévisiers qui dominent, mais il n'y a pas une seule souche qui est responsable de la fermentation alcoolique, il y a une succession de souches ou même une cofermentation de différentes souches de Saccharomyces cerevisiae. Et ce qui a été montré, c'est que la composition de cette population de souches, elle est différente entre le raisin et le mou, et elle est différente d'une année sur l'autre. Donc, ce qui a été conclu par cette étude, c'est que ces résultats suggèrent que la population de levure présente, elle dépend du vignoble, mais également du millésime. Donc, on retrouve cet effet zone géographique ou vignoble, donc la dépendance par rapport au vignoble. Alors, une autre étude
plus tardive, cette fois en 2005, a montré, là encore sur un certain nombre de souches, qu'il y avait une souche qui était représentative d'une région de façon pérenne, c'est-à-dire qu'il retrouvait cette souche d'une année sur l'autre dans cette, région et là encore, il conclut que c'est une première preuve de l'existence d'une souche de terroir. En revanche, ce qu'ils indiquent dans cette étude, c'est que la souche n'est pas dominante dans toutes les fermentations. Donc on voit bien, là encore, une nouvelle notion apparaître, c'est la notion de fréquence d'apparition d'une souche au sein de la fermentation alcoolique. Alors j'ai repris cette étude, qui est un peu plus ancienne, en 1999, parce qu'elle est intéressante par rapport à notre concept de levure de terroir. Parce que si on regarde, heu ce qu'on appelle les profils, hein, que l'on voit ici, souche 1, souche 2, le profil 1, profil 2, profil 3. Donc chaque profil correspond à une souche différente et ils ont regardé les différents profils qu'il y avait dans un même mou, hein, sur des années différentes. Et on s'aperçoit d'une part que la fréquence d'apparition d'un profil diffère d'une année sur l'autre. Par exemple, si vous prenez le profil 1, vous voyez qu'en 98, ça correspond à 59 de la population, donc le profil correspond à cette souche et représentait à 59 de la population de Cérévisie dans le milieu, alors qu'en 1996, il n'y a que 1 de cette souche qui est présente dans le milieu. Donc ça, c'est un premier élément qui est important par rapport à ce que l'on souhaite observer. Et un autre élément important, c'est que vous voyez que le nombre de souches qui cofermentent change d'un millésime à un autre. Donc on voit bien ici qu'il y a deux éléments qui varient au cours d'une fermentation alcoolique d'un millésime à l'autre. C'est d'une part la fréquence d'apparition de chacune des souches, et d'autre part le nombre de souches qui cofermentent. Certaines souches pouvaient être présentes une année, absentes une autre, et puis revenir l'année d'après. Alors, je vais passer la souche, voilà. Donc, cette étude, elle montre qu'il y a une instabilité des souches d'une année sur l'autre. Elle montre que la fermentation n'est pas conduite par une souche, mais plusieurs, comme l'ont montré d'autres études. Et elle montre également que la fréquence d'apparition d'une souche varie d'une année sur l'autre. Et on comprend bien que ces observations ne valident pas le concept d'une levure de terroir. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule levure de terroir. On a différentes souches qui cofermentent et ces souches varient d'une année sur l'autre. Et du coup, suite à ces études, il y a eu une évolution du concept de levure de terroir. C'est-à-dire que les gens ont dit, bon, bah, effectivement, apparemment, il n'y a pas une levure de terroir, puisque d'une année sur l'autre, ça peut être des levures différentes qui fermentent. Donc les gens ont commencé à parler de plusieurs souches de Cérévisie, un consortium de souches de Cérévisie qui pourraient être associées à un terroir et donc aurait une influence, hein, sur les caractéristiques du vin issu de ce terroir. C'est-à-dire que le concept, il dit, ben voilà, dans un terroir donné, on a plusieurs souches de Saccharomyces cerevisiae qui sont représentatives de ce terroir, que vraisemblablement on ne retrouvera pas dans un autre terroir, mais qu'on va retrouver régulièrement et de façon pérenne, d'une année sur l'autre, dans un terroir donné. Et donc il y a eu des articles, hein, qui, ont traité de ces aspects et notamment, des Néo-Zélandais qui ont montré qu'il y avait des communautés levuriennes de Saccharomyces cerevisiae qui étaient, associées à une zone géographique spécifique. Et donc il conclut qu'il n'y a pas d'études, hein, précédentes qui montrent des différences régionales des communautés microbiennes. C'est effectivement les premiers à avoir, indiqué cet aspect-là. Et par contre, il voit également que certains génotypes, c'est-à-dire certaines correspondant à des souches, hein, sont présents dans une région, mais sont également présents dans d'autres régions. Et pour eux, ça reflète la migration d'une souche d'une région à une autre. Donc là, on commence à voir, là aussi, hein, des petites fissures dans le concept de consortium microbien relié à un terroir, puisqu'on voit bien que ici, dans cette étude, pour deux terroirs différents, on peut retrouver des souches de cérévisiers semblables.
Après, il faut également souligner dans ces différentes études qu'il y a des biais qui sont à prendre en considération. Par exemple, l'étude dont je viens de parler a été réalisée sur un seul millésime, ce qui ne reflète pas forcément le vrai écosystème, puisqu'on l'a vu tout à l'heure que d'un millésime à l'autre, on pouvait avoir des différences d'apparition, de fréquence d'apparition des souches. Cela soulève une autre question. C'est à partir de combien de temps considère-t-on qu'un micro-organisme est natif d'une région? Est-ce que finalement une souche est représentative d'une région parce qu'elle est là depuis 5, 10, 15, 20 ans? Voilà. Où mettons la limite? Une autre limite, c'est la zone géographique. Dans cette étude, la zone géographique couvrait 350 km puisque c'est une étude qui regardait les souches de levure qui étaient présentes au sud de l'île nord de la Nouvelle-Zélande et au nord de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, et chaque domaine étant séparé de minimum 5 km. C'est un peu comme si on comparait les Côtes-du-Rhône septentrionales avec le Languedoc-Roussillon. Donc évidemment, on s'attend à avoir des différences de consortium microbien compte tenu de ces distances-là, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme des terroirs différents? C'est plus des zones géographiques différentes. Voilà, donc il faut aussi connaître les frontières hein, lorsqu'on associe une communauté microbienne à un terroir. Alors dans cette étude qui a été réalisée par les mêmes auteurs que l'étude précédente, où on voit hein, ici l'île Nord hein, et puis l'île Sud. Donc ils ont regardé les communautés microbiennes qui étaient présentes sur l'île, sur le sud de l'île du Nord et sur le nord de l'île du Sud. Et puis, donc, ils ont vu hein, des migrations de souches entre entre ces deux zones, mais ils ont conclu de leur étude qu'il y avait une signature microbienne spécifique d'une région et que cette signature microbienne, notamment des souches de Saccharomyces cerevisiae, était corrélée donc, au terroir. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ces observations puisque une étude italienne où ils ont comparé pendant 3 ans de suite la biodiversité levurienne dans 2 régions d'Italie, qui est la Franciacorta et Oltrepo Pavese, donc 2 régions du nord de l'Italie. Et là, ben, ils ont isolé un certain nombre de souches de Saccharomyces cerevisiae et 82% de ces souches se retrouvent dans le même cluster correspondant à une région donnée. Et le reste est séparé en petits groupes. Et ce qu'il conclut de ces études, c'est qu'il n'y a pas de lien avec le terroir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu de différence significative entre le Franciacorta et l'Oltrepo pavese en ce qui concerne les souches de Saccharomyces cerevisiae, puisqu'ils ont trouvé des souches identiques dans ces 2 régions. Et il conclut qu'il y a un effet millésime vis-à-vis du consortium microbien qui est beaucoup plus important que l'effet terroir. Dans cette autre étude, c'est pareil, ils remettent en cause la zone géographique et ce qu'ils ont montré, c'est que les souches de cerevisiae sont différentes chaque année dans chaque cave qui ont été étudiées, qu'ils n'ont pas retrouvé de souches communes au sein des mêmes caves voisines. Et cela semble indiquer donc qu'il n'y a pas de souche représentative d'une cuverie ou d'une région. Donc on voit bien que voilà, le concept de consortium de Saccharomyces cerevisiae comme étant représentatif du terroir ne tient pas tellement la route, et ce qui a conduit, là encore, une seconde fois, à l'évolution du concept de levure de terroir. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'évolution du concept de terroir, il évolue également avec les technologies étudiées, puisque au début, on avait des techniques qui permettaient d'analyser un petit nombre de souches de Saccharomyces cerevisiae. Puis après, les techniques ont évolué et ont permis d'analyser un grand nombre de souches de Saccharomyces cerevisiae. Et après, donc, il y a eu ce qu'on appelle l'avènement des New Generation Sequencing qui permet là
d'identifier les espèces ou les genres de levure présents dans le raisin ou dans un jus de raisin ou dans un vin. Et donc c'est grâce à ces techniques qu'on a eu une modification de la conception de levure de terroir, puisque ce séquençage au débit a permis de montrer que les populations levurières des raisins dépendent de l'implantation géographique du vignoble, ce qui a conduit cette fois au concept de terroir microbien, où là, on ne parle plus de Saccharomyces cerevisiae, mais on parle de toutes les espèces ou genres de levures qui sont présents au niveau du raisin et du vin. Et certains estiment, ou en tout cas ont émis l'hypothèse, qu'on a des consortiums microbiens qui sont spécifiques d'une zone géographique ou d'un terroir donné. Alors voilà un exemple d'étude. Donc ici, ça a été fait donc, aux États-Unis par Bokulich et ses collaborateurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré par exemple que pour du chardonnay, le consortium microbien en Sonoma Valley, en Napa Valley et dans la Central Coast était différent. Et on pouvait distinguer ces régions sur la base du consortium microbien qui était présent au niveau de chacune de ces régions. Et après, ils ont corrélé l'identité de ces consortiums microbiens par rapport aux différences de température entre les régions, mais surtout aux différences de pluviométrie entre les régions. Ils ont fait la même étude sur Cabernet Sauvignon, où la distinction entre Napa et Sonoma est un peu moins flagrante. En revanche, ils distinguent Central Coast de Napa ou des autres régions. Donc là, cette étude semble indiquer que d'une région à l'autre, le consortium microbien représentatif de cette région semble différent, en fonction de la région. Cependant, on peut là encore dire que finalement, on est sur des régions qui sont là encore très distantes les unes des autres, et donc effectivement, ce sont des terroirs différents, mais on revient à la question de tout à l'heure sur la distance entre les terroirs. Si on prend les terroirs bourguignons, on considère en Bourgogne, par exemple, que 2 terroirs peuvent être différents alors qu'ils sont séparés, par un chemin seulement. D'accord. Alors ce qui a été montré dans cette étude, c'est que l'association d'un consortium microbien du raisin et d'une zone géographique n'est pas liée au hasard. Donc, ils concluent que leurs observations confirment un lien possible entre les levures de raisin et la typicité du vin. Donc, ceci renforce l'idée selon laquelle différents terroirs viticoles sont caractérisés par différents consortiums microbiens, en particulier donc dans des vignobles possédant des caractéristiques environnementales très différentes, comme les températures ou la pluviométrie, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors pour aller un peu plus loin et pour montrer le lien entre ces consortiums microbiens et la typicité des vins, ils ont fait un profil métabolique des vins obtenus à partir de Chardonnay et Sauvignon, et ils ont essayé de corréler l'ensemble des métabolites de ces vins avec la spécificité des consortiums microbiens. Et donc ils ont trouvé des marqueurs de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon, qui étaient typiques des différentes régions et qui permettaient de discriminer les vins en fonction des régions, mais aussi corrélés à la présence d'un consortium microbien. Et c'est ce qu'on voit ici sur le Chardonnay. Donc vous avez différentes zones, Carneros, Combsville, la Russian River, et puis on voit que on arrive à discriminer les vins issus de Chardonnay dans ces différentes zones. On les discrimine à la fois sur les métabolites produits, mais également sur les consortiums microbiens, avec une relation métabolite-consortium microbien qui est caractéristique de Carneros, Combsville, etc. Et pareil pour le Cabernet Sauvignon, voilà, avec des discriminations qui sont un peu moins fortes. Donc, ce qui montre ici, c'est que le microbiome du mou, c'est-à-dire que le consortium microbien, il est bien corrélé au métabolome du vin. Alors là encore, il y a des petits biais à cette étude. Le premier biais, c'est qu'ils considèrent comme consortium microbien, c'est-à-dire
les microbes qui sont présents à la surface des raisins, puisque c'est eux qui sont représentatifs d'un terroir, et que cette population microbienne est dépendante de la variété du raisin et de la région. Le problème, c'est que la diversité microbienne dans cette étude, elle a été réalisée dans un mou de raisin, et non pas sur le raisin. Or, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la diversité microbienne d'un mou de raisin, c'est-à-dire celui qui rentre à la cave et qui va dans une cuve, est-ce qu'elle est représentative de la diversité microbienne à la surface du raisin? Donc ça, c'est une vraie question, parce que quand vous obtenez le mou, ça veut dire que votre mou, il est passé par des équipements de la cave, qu'il est passé par des pompes, qu'il est en cave, et donc on peut avoir des modifications de la composition du mou de par la présence de micro-organismes qui sont présents sur les équipements vinaires et dans la cave, comme on l'a déjà spécifié tout à l'heure. Alors, dans cette étude, là encore, ils ont montré que quelques souches de Saccharomyces cerevisiae étaient prédominantes et persistent dans différentes fermentations, dans la même cave, d'une année sur l'autre, et donc qui conclut qu'elles semblent être représentatives d'une seule cave plutôt que d'une aire viticole. Et c'est un peu ce que je voulais pointer du doigt tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait des prélèvements de jus de raisin dans une cave, eh bien, on va faire des prélèvements de micro-organismes qui sont naturellement présents sur la baie de raisin, mais également présents dans la cave. Et dans cette étude, ce qui montre, c'est qu'ils trouvent des souches qui sont cave dépendantes, qui sont liées à la cave plutôt à la région et plutôt qu'aux micro-organismes qui sont présents sur le raisin. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de levure représentative d'une cave et non pas de levure représentative d'une aire viticole. Et au laboratoire, on a fait ce même type d'étude, mais sur des non-Saccharomyces. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'avait pas été fait jusqu'en 2015, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'outils qui permettaient de distinguer au niveau de la souche des espèces de non-Saccharomyces, notamment pour les espèces que l'on trouve en mou de raisin comme Enseniaspora evapora. Donc là, par une technique d'infrarouge à transformer de Fourier, on arrive sur la base à partir de colonies d'Enseniaspora uvarum à distinguer les souches d'Enseniaspora uvarum les unes des autres. Et ce que nous avons observé, c'est que 58% des levures qui appartiennent au genre Enseniaspora qui ont été isolées du mou correspondent à des souches qui étaient présentes dans la cuverie avant la récolte. Donc ça veut dire que le mou a été colonisé au cours de son traitement à la cuverie par des souches qui étaient présentes au niveau de la cave. Et en 2016, une autre étude considère qu'il y a, là encore, un microbiote spécifique de la cave qui contribue significativement au produit final plutôt que les aspects régionaux. Donc ça confirme un peu notre étude et ça montre surtout quelque chose qui est important, c'est qu'on a une contribution forte des micro-organismes qui sont présents dans la cave et qui vont rentrer en compétition avec les micro-organismes qui sont présents sur le raisin. Et donc, à chaque fois qu'on vinifie, eh bien, on a un équilibre entre la flore du raisin ou la flore de la cave. Et cette flore de la cave, elle va se retrouver dans des mous d'origine diverses, de terroirs différents. Et donc, ça veut dire que quel que soit le terroir, on peut retrouver des souches de cave dans ces mêmes mous issus de terroirs différents. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un équilibre, et même des fois un déséquilibre, parce qu'on peut avoir très bien un microbiote de la cave qui prend le dessus sur le microbiote du raisin et vice-versa. Donc, on a ces deux populations microbiennes qui peuvent contribuer donc au profil final du vin. Alors, ces études ont des limites. Pourquoi? Parce que l'identification des micro-organismes, notamment des non-Saccharomyces par ce qu'on appelle les New Generation Sequencing, donc qui sont des techniques haut débit, elles identifient les micro-organismes au niveau du genre ou au mieux de l'espèce. Or,
vous pouvez très bien dire que vous avez les mêmes levures sur 2 terroirs différents, la même espèce de levure, mais ça vous donne une information qui est incomplète parce que vous pouvez très bien avoir la même levure, mais des souches différentes. Donc vous pouvez très bien dire, bah, sur ces 2 terroirs différents, par exemple, j'ai la même levure en Séniaspora Ivaron, mais si vous n'allez pas plus loin, vous ne savez pas si les souches sont différentes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que là, il a été montré que la biodiversité au sein d'une même parcelle est très hétérogène. C'est-à-dire que vous pouvez faire des prélèvements différents au sein d'une même parcelle, vous allez trouver une biodiversité différente. Et cette variabilité au sein de la parcelle peut, dans certains cas, être plus importante que la variabilité entre parcelles. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui montrent les limites, hein, de ces études. Et puis, il y a un autre facteur qui n'est pas pris en compte dans la plupart des études, c'est l'influence des facteurs humains sur le consortium microbien du raisin et du vin. Par exemple, imaginez que dans un même terroir, vous ayez des propriétaires différents qui ont des stratégies de management du vignoble différentes. Est-ce que pour autant, vous allez avoir des vins qui n'auront pas la même typicité et qui ne seront pas représentés du terroir? Alors, on a fait, là encore, au laboratoire, on a fait une étude où on a comparé, à partir de parcelles issues d'un même terroir. Donc, c'était une seule et grande parcelle d'un même terroir, mais qui a été conduite de 3 façons différentes. Donc, soit ça a été conduit en agriculture biologique, soit ça a été conduit en conventionnel, soit ça a été conduit en une modalité qu'on appelle éco-phyto, c'est-à-dire où on a réduit de 50 les doses de produits phytosanitaires utilisés au vignoble. Et ensuite, eh bien, on a regardé, au niveau du raisin, quelles étaient les populations de levure que l'on observait. Alors, si on prend, par exemple, le millésime 2014, qui est intéressant parce qu'il est un petit peu caricatural, vous voyez que quand on est en organique, en bio, on a une proportion d'Enseniaspora qui est beaucoup plus élevée que lorsqu'on est en conventionnel. Et on a une moins grande diversité d'espèces quand on est en biologique par rapport au conventionnel, puisque là, par exemple, on trouve un petit peu de Rosima, mais on trouve ici du Sporidiobolus qu'on n'a pas en biologique. On trouve également un peu de Cerevisiae, un peu de Mechnicovia, alors qu'en écophyto, par exemple, on n'a pas détecté de Mechnicovia, et puis on voit qu'on a une fréquence d'Enseniaspora différente. Donc, et puis on a aussi des différences, donc sur le millésime 2013, des petites différences. On a plus d'homogénéité en 2012. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que sur une même parcelle, un même terroir, vous utilisez des stratégies de management du vignoble différentes, vous allez modifier votre consortium microbien, et donc vous allez modifier la fréquence et la nature des espèces qui sont présentes naturellement dans votre vin. Donc voilà une pratique humaine, un facteur humain qui peut avoir un impact sur votre population microbienne. Et quand on fait, après on a fait de la métabolomique, c'est-à-dire qu'on a analysé le plus grand nombre de métabolites possibles au sein des vins issus de ce même terroir, mais avec des raisins biologiques ou conventionnels ou éco-phyto, eh bien on aperçoit que sur la base de ces analyses métabolomiques, on arrive à distinguer les vins. C'est-à-dire que les vins n'ont pas la même composition. Ils sont issus d'un même terroir, mais ils n'ont pas la même composition métabolique et on arrive très bien à les discriminer les uns des autres sur la base de leur composition. Et pourtant issus du même terroir. Et si on fait la même chose maintenant avec un autre facteur qui est connu, qui sont les sulfites, on sait très bien qu'il y a des gens qui utilisent des doses de sulfites différentes au cours de l'itinéraire technique de vinification. Donc nous, eh bien, on a vinifié les raisins organiques avec ou sans SO2, pareil pour les raisins obtenus en conventionnel et pareil pour les écophytos. Et là encore, sur la base de l'analyse métabolomique, eh bien, on arrive très bien à distinguer les vins qui ont été produits à partir avec du SO2 ou sans SO2. Ça veut dire que les facteurs humains ont également une grande incidence sur la composition du vin, et pour autant,
ces vins issus du même terroir gardent une typicité, quelle que soit la nature. Ils vont avoir des profils sensoriels légèrement différents, mais ils vont garder la typicité de leur terroir. Donc en conclusion, si des zones géographiques possèdent un consortium microbien spécifique, là où les levures de terroir n'existent pas, comme on a pu le démontrer, enfin j'espère en tout cas vous avoir convaincu au cours de cet exposé. Si on veut continuer à travailler sur ce sujet, parce qu'on n'est pas forcément convaincu, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier les micro-organismes jusqu'à la souche, notamment je parle des espèces non Saccharomyces, puisque ce sont les souches et non pas les genres ou les espèces qui impactent le profil sensoriel. Et puis, il faut également prendre en ligne de compte que souvent dans ces études, on regarde les composés volatiles qui sont produits, mais des différences de composition en composés volatiles ne conduisent pas nécessairement à des différences sensorielles, d'où la nécessité dans ces études de prendre en compte l'aspect sensoriel pour voir s'il y a des différences sensorielles quand on change d'un terroir à un autre en fonction des micro-organismes. Et ça soulève d'autres questions, notamment ça soulève des questions sur l'impact des levures non Saccharomyces sur la diversité et la concentration en composés aromatiques et leur influence sur le profil sensoriel. En effet, on a vu qu'il pouvait y avoir des signatures microbiennes, qui peuvent être trouvées. Mais la question qui se pose, c'est quel va être l'effet d'espèces, notamment non Saccharomyces cerevisiae, qui sont présentes à des concentrations dans le mou de raisin 100 à 1000 fois inférieures à celles de Saccharomyces cerevisiae. Donc ça reste à déterminer parce qu'on ne sait pas actuellement. On entend souvent dire qu'on a des profils sensoriels quand on travaille en flore indigène par rapport à un vin ensemencé. Peut-être, mais la faute à qui? Est-ce que c'est parce qu'il y a une contribution des non-Saccharomyces cerevisiae, ou est-ce que tout simplement c'est parce qu'en flore indigène, on a différentes souches de cerevisiae qui cofermentent en même temps par rapport à l'utilisation de levures sèches actives? Donc ça reste à définir. Et puis une autre question aussi qui devrait interpeller, c'est qu'il y a de très nombreux vins qui sont élaborés avec des levures sélectionnées. Est-ce que pour autant, ils ne reflètent pas leur terroir? Voilà, je vous remercie pour votre attention.